La femme ajustait son voile tandis que les invités murmuraient, tout se déroulant comme prévu. Puis, sous 40 regards, le père de la mariée éleva la voix et l'humilia devant tous. Le silence devint lourd, presque vivant. Le marié avança d'un pas, le fixa et fendit la salle en deux. Certains instants changent tout pour toujours. Le vent d'avril soufflait avec une douceur trompeuse sur la colline de Fourvière, balayant l'esplanade de la basilique qui dominait Lyon, telle une sentinelle de pierre blanche et d'or. D'ici, la vue sur la ville était imprenable. Les toits ocres du vieux Lyon, les lacets argentés de la Saône et du Rhône qui s'embrassaient à plus loin, et l'effervescence de la presqu'île. C'était un panorama de cartes postales, le genre de décor que des milliers de couples choisissaient pour sceller leur amour. Pourtant, pour Élise Moreau, alors qu'elle sortait de la petite berline louée pour l'occasion, cet air printanier avait le goût métallique de l'anxiété. Elle lissa nerveusement le tissu de sa robe. Ce n'était pas une création de haute couture, achetée dans une boutique exclusive de la rue Édouard Herriot, mais une œuvre d'art née des mains calleuses et aimantes de sa mère, Bernadette. Chaque point de dentelle, chaque ourlet de soie avait été cousu avec une patience infinie dans leur petit appartement de la Guillotière, sous la lumière jaune d'une lampe de bureau, tard le soir. La robe était simple, fluide, d'un blanc ivoire qui mettait en valeur la peau claire d'Élise et ses yeux noisettes, mais elle pesait soudainement des tonnes sur ses épaules frêles. « Tu es magnifique, ma chérie », murmura Bernadette en s'approchant pour remettre en place une mèche rebelle du chignon d'Élise. « Respire, c'est ton jour. » Élise tenta de sourire, mais ses lèvres tremblaient imperceptiblement. « Je sais, maman. C'est juste que je sens son regard. Même s'il n'est pas encore là, je sens déjà son jugement planer sur nous comme ces gargouilles là-haut. » Bernadette, petite femme aux cheveux grisés par les soucis et le labeur, mais au port de tête digne d'une reine, prit les mains de sa fille dans les siennes. « Jean-Marc Girard peut posséder la moitié des immeubles de cette ville. Il ne possède pas ton cœur, ni celui de Thomas. N'oublie jamais ça, Élise. La dignité ne s'achète pas avec des chèques. » Cependant, la réalité sociale était là, tangible, brutale. Sur le parvis de la basilique, les invités commençaient à arriver, formant deux groupes distincts qui ne se mélangeaient pas, comme l'huile et l'eau. D'un côté, il y avait le monde d'Élise, une trentaine de personnes, chaleureuses mais intimidées. Des collègues enseignants de l'école primaire où elle travaillait, des voisins du quartier populaire de la Guillotière, quelques cousins venus de la campagne. Ils portaient leurs costumes du dimanche, riaient un peu trop fort pour masquer leur gêne et admiraient l'architecture avec une sincérité touchante. De l'autre côté, c'était l'armée des Girard, une centaine de personnes, un défilé de luxe et d'ostentation. Des hommes en costume taillés sur mesure, discutant de taux d'intérêt et de zonage urbain, des femmes arborant des chapeaux de créateurs et des bijoux discrets, mais dont la valeur excédait le salaire annuel d'Élise. C'était l'élite lyonnaise, promoteurs, adjoints au maire, banquiers d'affaires. Ils ne regardaient pas la basilique, ils regardaient leur montre ou leur téléphone, comme si ce mariage n'était qu'une obligation mondaine de plus dans leur agenda surchargé. Et au centre de cette cour royale sans couronne se tenait Thomas. Le cœur d'Élise se serra d'amour en l'apercevant près du grand portail de bronze. Thomas Girard, grand, les épaules larges dans son smoking bleu nuit, ne ressemblait à aucun de ces hommes d'affaires cyniques qui l'entouraient. Il avait ce regard doux, un peu mélancolique, qu'elle avait croisé pour la première fois 2 ans auparavant au-dessus d'un café crème. Il semblait chercher quelque chose, ou quelqu'un, du regard, ignorant les félicitations superficielles que lui adressaient les amis de son père. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux d'Élise, le visage de Thomas s'illumina, mais cette lumière fut brève, traversée par une ombre fugace que seule Élise, qui le connaissait mieux que quiconque, pouvait percevoir. Il avait l'air épuisé. Non, plus que cela. Il avait l'air d'un homme qui marche vers l'échafaud tout en essayant de sourire pour rassurer la foule. Il s'approcha d'elle, brisant le protocole qui voulait qu'il ne se voie que devant l'autel, et lui prit la main. Ses doigts étaient glacés. « Tu es irréelle, Élise » souffla-t-il, sa voix rauque d'émotion contenue. « Et toi,
Tu as l'air d'avoir porté le monde sur ton dos toute la nuit, répondit-elle doucement en caressant son pouce. Ça va aller, Thomas? Ton père, il ne va rien gâcher, n'est-ce pas? Thomas se raidit à la mention de son père. Il jeta un coup d'œil vers une limousine noire aux vitres teintées qui venait de s'immobiliser au pied des marches, tel un char d'assaut entrant sur un champ de bataille. Il fera ce qu'il fait toujours, dit Thomas d'un ton étrangement calme, presque résigné. Il essaiera d'écraser tout ce qui ne lui ressemble pas. Mais aujourd'hui, les choses seront différentes, je te le promets. Il y avait dans sa voix une détermination nouvelle, une dureté qu'Élise ne lui connaissait pas. Elle voulut l'interroger, lui demander pourquoi il avait passé la semaine précédente enfermé dans son bureau jusqu'à l'aube. Pourquoi il avait insisté pour payer chaque centime de ce mariage avec ses économies, refusant catégoriquement l'aide de quiconque, même celle, modeste, de Bernadette. Mais la portière de la limousine s'ouvrit. Le silence se fit presque instantanément sur le parvis. Même les touristes japonais qui prenaient des photos un peu plus loin semblèrent retenir leur souffle. Jean-Marc Girard émergea du véhicule. À 60 ans, le patriarche de la construction immobilière en Auvergne-Rhône-Alpes était une force de la nature, ou plutôt une force de l'argent. Grand, les cheveux argentés coiffés en arrière avec une précision militaire, il portait un costume 3 pièces qui criait le pouvoir. Son visage était un masque d'autorité impassible, sculpté par des années de négociations impitoyables et de certitudes inébranlables. Il ne regarda pas la vue magnifique sur Lyon. Il ne regarda pas les invités qui s'inclinaient presque sur son passage. Il ne regarda même pas son fils. Son regard bleu acier, froid comme les eaux du Rhône en hiver, se posa directement sur Élise. Ce n'était pas un regard de haine. La haine implique une certaine passion. C'était pire. C'était du mépris pur, distillé. Il la regardait comme un architecte regarde une fissure dans une fondation, une imperfection gênante qu'il faut colmater ou détruire pour préserver l'intégrité de l'édifice. Il monta les marches lentement, appuyant chaque pas comme pour marquer ce territoire sacré de son empreinte. Lorsqu'il arriva à la hauteur du couple, il ignora la main tendue de Bernadette. « Thomas, dit-il d'une voix de baryton qui portait sans effort, tes invités attendent. » Le préfet s'impatiente. « Cessez ce spectacle sentimental sur le parvis et entrons. Nous avons un horaire à respecter. » Il ne s'adressa pas à Élise. Pour lui, elle n'était qu'un accessoire mal choisi, une erreur de parcours que son fils corrigerait tôt ou tard. « Bonjour à vous aussi, père, » répondit Thomas, son corps tendu comme un arc. « Nous en parlerons plus tard, » trancha Jean-Marc, en ajustant ses manchettes en or. « Espérons seulement que cette cérémonie ne s'éternise pas. J'ai une réunion avec des investisseurs qataris à 19h. » Sur ces mots, il tourna les talons et pénétra dans la nef sombre de la basilique, suivi par sa cour de sycophante. Élise sentit une larme de rage et d'humiliation perler au coin de son œil, mais elle la refoula furieusement. Elle sentit la main de sa mère se poser sur son épaule gauche, solide et rassurante, et celle de Thomas serrer sa main droite, protectrice et désespérée. « Ne le laisse pas gagner », chuchota Bernadette. « Il ne gagnera pas, dit Thomas, plus jamais. » Alors que les cloches de Fourvière commençaient à sonner à toute volée, résonnant dans la poitrine d'Élise, elle prit une profonde inspiration. Elle allait entrer dans cette église la tête haute. Elle était la fille d'une couturière, et elle allait épouser l'homme qu'elle aimait, contre l'avis de l'un des hommes les plus puissants de la région. Ce qu'elle ignorait, c'est que Thomas ne l'emmenait pas seulement vers l'autel pour échanger des alliances. Il l'emmenait vers une arène. Sous sa veste de smoking, dans la poche intérieure gauche, contre son cœur qui battait à tout rompre, reposait une clé USB noire et un petit dossier plié en 4. Des armes silencieuses, capables de faire s'effondrer un empire bien plus sûrement que de la dynamite. La marche nuptiale commença à résonner, étouffée, venant de l'intérieur. « On y va ?» demanda Thomas, en plongeant son regard dans le sien avec une intensité qui lui donna le vertige. « On y va », répondit Élise. Ils franchirent le seuil, passant de la lumière aveuglante du soleil d'avril à la pénombre mystique de la basilique, ignorant encore que la véritable tempête ne faisait que commencer. L'intérieur de la basilique Notre-Dame de Fourvière était un écrin de pénombre dorée,
une caverne céleste où les mosaïques byzantines scintillaient sous la lumière vacillante de centaines de cierges. L'odeur de l'encens, lourde et capiteuse, se mêlait au parfum plus léger des lys blancs qui ornaient l'autel. Des fleurs que Thomas avait choisies lui-même au marché de gros de Corbas à 5 heures du matin la veille pour économiser sur le budget du fleuriste. Alors qu'Élise avançait dans l'allée centrale au bras de son oncle maternel, un homme simple et bon qui remplaçait le père qu'elle avait perdu trop tôt, elle ne put s'empêcher de remarquer la symétrie cruelle de l'assemblée. C'était une scission physique, presque géopolitique. À sa gauche, les bancs étaient remplis de visages familiers, émus aux larmes. Sa mère Bernadette, serrant un mouchoir brodé, ses collègues de l'école primaire Victor Hugo, dont certains avaient amené leurs élèves qui s'agitaient joyeusement, les commerçants de son quartier qui avaient fermé boutique pour l'occasion. C'était un patchwork de couleurs, de tenues dépareillées mais choisies avec soin, une assemblée vivante et vibrante. À sa droite, le silence était de marbre. Les invités de Jean-Marc Girard formaient une haie d'honneur glaciale. C'était un défilé de gris anthracite, de bleu marine et de noir. Les épouses des promoteurs immobiliers lorgnaient la robe d'Élise avec cette curiosité polie mais impitoyable des habitués des défilés de mode, cherchant l'étiquette manquante, le défaut de coupe qui trahirait son origine modeste. Il n'y avait pas de sourire ici, seulement des hochements de tête protocolaires. Élise croisa le regard de Thomas qui l'attendait près de l'autel. Il était son phare dans cette tempête silencieuse. Mais même lui semblait écrasé par la présence de son père, assis au premier rang, les jambes croisées, pianotant frénétiquement sur son smartphone, défiant ouvertement la sacralité du lieu. En arrivant à la hauteur de Thomas, Élise sentit la chaleur de sa main envelopper la sienne, un contraste saisissant avec l'air frais de la nef. « Tu es arrivé, murmura-t-il, comme s'il avait craint qu'elle ne fasse demi-tour. Je ne serais allé nulle part ailleurs, répondit-elle. Le prêtre, le père André, un homme âgé au visage bienveillant qui connaissait Élise depuis sa confirmation, commença la liturgie. Sa voix résonnait contre les voûtes peintes, parlant d'amour, de sacrifice et d'unité. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal, lut le prêtre citant saint Paul. Élise ferma les yeux un instant, laissant les mots l'apaiser. Mais son esprit, traître, revint au mois précédent. Elle revit la soirée où ils avaient fait les comptes sur la table de la cuisine de son petit appartement. Jean-Marc avait tenu parole. Pas un centime. Si tu veux épouser cette fille, Thomas, assume tes choix médiocres jusqu'au bout, avait-il aboyé lors d'un dîner désastreux. Elle se souvenait de la honte de Thomas, de sa colère impuissante. Ils avaient puisé dans toutes leurs économies. Les 16 000 € qui devaient servir d'apport pour leur futur logement avaient été engloutis par la location de la salle. Pas l'hôtel de ville comme le voulait la tradition des Girard, mais une salle de réception plus modeste en périphérie et par les frais incompressibles d'un mariage que Jean-Marc avait exigé digne de son rang devant ses associés tout en refusant de le financer. C'était une humiliation calculée. Forcer son fils à se saigner à blanc pour maintenir les apparences, tout en le privant des moyens de le faire confortablement. Un bruit sec la ramena au présent. Au premier rang, Jean-Marc venait de laisser tomber son téléphone sur le prie-dieu en bois. Le bruit résonna comme un coup de feu dans le silence recueilli de l'assemblée. Il ne s'excusa pas. Il ramassa l'appareil, souffla bruyamment d'ennui et croisa les bras, fixant le prêtre comme on fixe un employé incompétent lors d'une réunion de chantier. À côté de lui, la mère de Thomas, Cécile, petite chose fragile et effacée, n'osait pas lever les yeux. Elle vivait dans l'ombre de son mari depuis 40 ans, une ombre qui avait fini par éteindre sa propre lumière. Élise éprouva une bouffée de pitié pour elle. Cécile lui avait glissé en secret, quelques semaines plus tôt, une petite broche ancienne, en forme de colombe. « Pour ta robe, ma chérie. Ne le dis pas à Jean-Marc, avait-elle chuchoté, terrifiée. Élise portait cette broche aujourd'hui, épinglée à l'intérieur de son corsage, contre sa peau, comme un talisman secret. La cérémonie avançait, les chants s'élevaient, magnifiques. Élise, en tant que professeur de musique, avait demandé à une amie violoncelliste de jouer l'Ave Maria de Schubert.
Les notes graves et mélancoliques du violoncelle semblèrent enfin percer l'armure de l'assemblée. Même quelques visages fermés du côté des Girard s'adoucirent. La musique avait ce pouvoir que l'argent n'avait pas. Elle touchait l'âme sans demander la permission. Mais Thomas restait tendu. Sa main dans celle d'Élise était moite. Il ne suivait pas vraiment la messe. Son regard faisait des allers-retours entre l'autel, son père, et la poche intérieure de sa veste. Il semblait attendre quelque chose, ou redouter le moment où tout basculerait. « Nous arrivons maintenant au moment de l'échange des consentements », annonça le père André, sortant Thomas de sa transe. Ils se levèrent. C'était le moment crucial, celui où ils allèrent se promettre fidélité. Mais avant cela, il y avait une tradition, rarement observée de nos jours, mais sur laquelle Jean-Marc avait insisté avec une obstination suspecte lors de la préparation liturgique, la bénédiction et les mots des parents. Il avait prétendu que c'était une tradition familiale incontournable chez les Girard. Élise sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle avait naïvement cru que Jean-Marc voulait peut-être enfin faire un pas vers eux. Que devant Dieu et devant les hommes, il mettrait son orgueil de côté pour le bonheur de son fils unique. Bernadette se leva la première. Elle s'avança vers le micro, ses mains tremblant légèrement sur le papier où elle avait écrit ses vœux. Elle était petite devant l'immensité de l'autel, mais sa voix, bien que brisée par l'émotion, était claire. « Thomas, Élise, commença-t-elle, on dit souvent qu'on ne marie pas seulement une personne, mais une famille. Thomas, nous n'avons pas de château ni d'entreprise, mais nous t'ouvrons notre porte et nos cœurs avec tout ce que nous avons. Élise, ma fille, tu as cousu cette robe avec tes rêves, et aujourd'hui, je te vois plus riche que n'importe quelle reine, car tu es aimée pour ce que tu es, pas pour ce que tu possèdes. » Il y eut quelques reniflements du côté gauche de l'église. Bernadette retourna s'asseoir, essuyant une larme. Thomas lui adressa un sourire reconnaissant, un sourire vrai. Puis le silence retomba, plus lourd, plus menaçant. Jean-Marc se leva. Il ne prit pas de papier, il n'en avait pas besoin. Il ajusta le bouton de sa veste, passa une main dans ses cheveux impeccables et s'avança vers l'ambon. Il ne marchait pas comme un père ému, il marchait comme un procureur entrant dans un tribunal pour prononcer un réquisitoire. Il monta les marches, prit le micro et laissa planer un silence interminable. Il balaya l'assemblée du regard, s'assurant que chaque Père Dieu était fixé sur lui. Puis, il se tourna vers Élise. Son visage était illisible, mais ses yeux brillaient d'une lueur malveillante. Thomas fit un pas imperceptible devant Élise, comme pour la protéger physiquement des maux qui allaient venir. Mais on ne peut pas arrêter une avalanche avec son corps. Jean-Marc prit une inspiration, et le premier mot qu'il prononça ne fut pas une bénédiction. Ce fut un verdict. « Mes amis », sa voix était calme, posée, terrifiante de maîtrise. « Nous sommes réunis, ici, devant Dieu pour célébrer la vérité. Et la vérité, voyez-vous, est parfois une médecine amère qu'il faut avaler pour guérir. » Le cœur d'Élise cessa de battre. Le piège venait de se refermer. Les mots de Jean-Marc Girard restèrent suspendus dans l'air raréfié de la basilique, comme une fumée toxique qu'aucun encens ne pouvait dissiper. Le père André, figé derrière l'autel, ouvrit la bouche pour intervenir, pour rappeler que ce lieu était une maison de paix. Mais le magnétisme autoritaire de l'entrepreneur le cloua sur place. Jean-Marc tenait la nef entière en otage. Il se tourna lentement vers Élise, un mouvement calculé de prédateur qui a déjà acculé sa proie. « Je ne peux pas bénir cette union », déclara-t-il, sa voix amplifiée par les haut-parleurs résonnant avec une clarté impitoyable. « Je ne le peux pas parce que ma conscience de père et de chef de famille me l'interdit. Cette jeune femme... » Il la désigna d'un geste vague de la main, comme on pointe un meuble poussiéreux dans une vente aux enchères. « Cette jeune femme n'est pas digne de porter le nom de Girard. » Un murmure d'effroi parcourut les rangs de gauche. Bernadette se raidit, ses jointures blanchissant sur le bois du banc. Du côté droit, le silence se fit plus profond, plus gêné, mais personne ne bougea. La curiosité morbide l'emportait sur la décence. Jean-Marc continua imperturbable, comme s'il lisait un bilan comptable décevant. « Regardons les choses en face, sans la sentimentalité ridicule qui aveugle mon fils depuis 2 ans. Qui est-elle ?
Une institutrice municipale contractuelle. Elle gagne 1450 € par mois. 1450. Il détacha chaque syllabe du montant, le jetant au visage de l'Assemblée comme une insulte. Elle vit dans un appartement de 40 mètres carrés à la Guillotière, un quartier que la plupart d'entre vous traversent en verrouillant leurs portières. Elle a étudié dans une université publique sans prestige. Elle ne possède aucun patrimoine, aucune action, aucun avenir financier viable. Élise sentit le sang quitter son visage. Elle avait l'impression d'être nue devant 200 personnes, son existence réduite à une série de chiffres froids et méprisants. Ses efforts, ses nuits à corriger des copies, la joie de voir un enfant apprendre à lire, l'amour qu'elle portait à sa mère, tout cela a été balayé, jugé insignifiant face au dieu argent. « Mon fils Thomas est un héritier », poursuivit Jean-Marc en se tournant vers l'assemblée des notables, cherchant leur approbation silencieuse. Il est destiné à diriger un empire qui a façonné le visage de cette région. Il mérite une partenaire de son niveau social, une femme qui comprend les enjeux de notre monde, qui peut tenir sa place dans un dîner d'affaires, et non quelqu'un qui comptera les centimes pour acheter du pain. Il fit une pause dramatique, laissant le poids de ses mots écraser les épaules d'Élise. Épouser cette fille, c'est inviter la médiocrité à notre table. C'est accepter qu'elle devienne un poids financier pour la famille, une ancre qui tirera Thomas vers le bas. Pire encore, c'est une honte. Une honte de présenter à nos associés une femme qui n'a ni l'éducation, ni la classe, ni l'ambition requise pour être une Girard. Dans l'assemblée, plusieurs téléphones portables s'étaient levés discrètement. Les lumières rouges de l'enregistrement vidéo clignotaient comme autant d'yeux malveillants. La scène était trop incroyable, trop scandaleuse pour ne pas être capturée. Le grand Jean-Marc Girard, humiliant publiquement sa future belle-fille au pied de l'autel. « Thomas !» lança Jean-Marc, sa voix montant d'un cran, se faisant faussement paternelle. Il fixa son fils, qui se tenait immobile, le visage fermé, les poings serrés le long du corps. « Il est encore temps de revenir à la raison, regarde-la, elle ne t'aime pas, comment le pourrait-elle? Tu es son ticket de sortie, tu es son loto gagnant. Elle veut ton argent, elle veut le prestige de notre nom pour échapper à sa petite vie misérable de couturière et d'enseignante. Ne gâche pas ton avenir pour une amourette de bas étage. Annule tout ça. Maintenant, c'en était trop. » Bernadette Moreau, la petite couturière aux mains d'or, se leva d'un bond. La rage et l'indignation lui donnaient une stature immense. « Comment osez-vous » cria-t-elle, sa voix tremblante de colère résonnant dans la basilique. « Ma fille vaut 100 fois plus que vous et votre argent sale. Elle a un cœur, elle a de l'honneur. » Elle fit mine de s'élancer vers l'allée centrale, prête à défendre son enfant avec la férocité d'une lionne, peu importe le protocole, peu importe le scandale. Mais Élise, sortant de sa torpeur, se tourna vivement et attrapa le bras de sa mère. Ses propres mains tremblaient violemment, mais sa prise était ferme. « Maman, non !» souffla-t-elle, les larmes ruisselant enfin sur ses joues pâles. « S'il te plaît, ne lui donne pas ce plaisir, ne descends pas à son niveau. » Bernadette s'arrêta, le souffle court, foudroyant Jean-Marc du regard. Le magnate ne s'y a même pas. Il regarda la mère d'Élise avec un dédain absolu, comme on regarde un chien qui aboie derrière une grille. « Voyez » dit-il calmement au micro, « l'hystérie, c'est génétique. » Le silence qui suivit fut total, un silence de mort. Même les respirations semblèrent s'être arrêtées. Jean-Marc, satisfait de son effet, posa le micro sur le pupitre avec un claquement sec. Il avait dit ce qu'il avait à dire. Il avait brisé la magie, souillé la robe blanche et remis l'ordre social à sa place. Il commença à redescendre les marches de l'autel, s'attendant probablement à ce que Thomas baisse la tête ou que le mariage soit annulé dans la confusion générale. C'est à ce moment précis que Thomas bougea. Il ne se tourna pas vers son père qui retournait à sa place. Il ne se tourna pas vers Élise pour la consoler immédiatement. Il fit un pas vers le centre de l'autel, là où le micro reposait encore, tiède de la haine de son père. Il prit une profonde inspiration.
C'était une inspiration qui venait de loin, qui puisait dans 2 années de silence, de compromis, de tentatives désespérées de plaire à un homme qui ne connaissait que la soumission. Il regarda Élise. Dans ses yeux, Noisette inondée de larmes, il vit la douleur, bien sûr, mais il vit aussi une question muette. Est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'il a gagné? Thomas lui adressa un signe de tête imperceptible. Un non silencieux. Il se tourna vers le prêtre. « Père André, dit-il d'une voix qui, bien que basse, porta jusqu'au dernier rang. Je vous demande pardon pour ce sacrilège. Mais puisque mon père a choisi de transformer cette cérémonie en tribunal public, je pense qu'il est nécessaire d'entendre la défense avant de rendre le jugement. » Le prêtre, déstabilisé, hocha lentement la tête. « Allez-y, mon fils. » Thomas saisit le micro. Il ne tremblait pas. Au contraire, un calme surnaturel l'habitait. Il sortit son téléphone de sa poche, tapota l'écran quelques instants et le connecta sans fil au système audiovisuel de la basilique, prévu pour projeter les paroles des chants sur les grands écrans latéraux. L'image de fond d'écran, une photo d'Élise riant aux éclats sur les quais de Saône, apparut un instant avant d'être remplacée par l'interface grise et austère d'un dossier PDF. Thomas leva les yeux vers l'assemblée. Son regard ne cherchait plus l'approbation de personne. Il croisa les yeux de son père, qui s'était arrêté à mi-chemin de son siège, sourcils froncés, sentant soudain que le vent avait tourné. « Papa, » commença Thomas, sa voix résonnant avec une force nouvelle. « Tu viens de parler de chiffres, de salaire, de rentabilité, de dignité financière. C'est un sujet que tu affectionnes. » Il fit une pause. « Alors, parlons d'argent. Parlons de la vraie valeur de la famille Girard. » Dans la pénombre de la basilique, l'écran s'illuma soudainement d'un tableau complexe rempli de colonnes, de dates et de montants en rouge. Le titre du document, en gras, était lisible par tous. Girard Bâtiment, bilan réel et flux de trésorerie non déclaré, 2019-2024. Le murmure qui parcourut l'assemblée ne fut plus un murmure de gêne, mais un grondement de stupeur. La contre-attaque avait commencé. La lumière froide de l'écran LED projetait des ombres spectrales sur les visages des saints peints dans les alcôves. Pour la première fois depuis le début de la cérémonie, les murmures des invités de droite ne portaient pas sur la robe de la mariée ou la décoration florale, mais sur des termes bien plus prosaïques, passifs exigibles, déficit structurel, cessation de paiement. Jean-Marc s'était figé. Son visage, d'ordinaire si Rubicon, avait viré à la couleur de la cendre. Il ouvrit la bouche pour aboyer un ordre, pour sommer quelqu'un de couper le courant, mais aucun son ne sortit. C'était comme si l'audace de son fils l'avait physiquement frappé au plexus. Thomas, lui, n'avait jamais paru aussi calme. Il tenait le micro d'une main ferme, l'autre glissant sur l'écran de son téléphone pour faire défiler les pages du document projeté. « Tu as parlé de poids financier, père, » reprit Thomas, sa voix tranchant le silence pesant. « Tu as dit que Élise serait une honte pour notre solvabilité. Regardons donc ce que signifie être solvable chez les Girard. » Il pointa l'index vers une ligne surlignée en jaune vif sur l'écran géant. « Voici le bilan consolidé de la Girard Bâtiment arrêté au 31 décembre dernier. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas la prospérité, c'est un gouffre. La société est en état de cessation de paiement depuis 24 mois. Techniquement, père, tu es en faillite depuis 2 ans. » Un cri étouffé s'éleva du premier rang. C'était Cécile, la mère de Thomas, qui portait la main à sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Elle ne savait rien. Thomas le vit et son cœur se serra, mais il ne pouvait plus reculer. Il fallait cautériser la plaie, et cela allait faire mal. Dans les rangs des invités prestigieux, l'ambiance avait changé du tout au tout. Les sourires méprisants avaient laissé place à une panique mal dissimulée. Certains sortaient leurs lunettes pour mieux lire les chiffres accablants. D'autres échangeaient des regards terrifiés. Si Girard coulait, combien d'entre eux seraient entraînés dans le tourbillon? Jean-Marc retrouva enfin l'usage de la parole. Il fit un pas vers l'autel, le visage tordu par une rage volcanique. « C'est faux !» hurla-t-il, sa voix se brisant dans les aigus. « C'est un montage !»
Mon fils est devenu fou. Il essaie de me détruire parce que je refuse de payer pour sa petite fête. Éteignez ça immédiatement. Père André, faites quelque chose. Le prêtre semblait perdu, regardant alternativement le père furieux et le fils impassible. Mais Thomas ne lui laissa pas le temps d'intervenir. Non, ce n'est pas un montage, rétorqua Thomas plus fort cette fois. Et tu le sais très bien. Ce sont les documents internes que tu as toi-même signés, ou plutôt que tu as fait signer. Il fit glisser son doigt sur l'écran et une nouvelle page apparut. C'était une série de virements bancaires complexes, des flèches reliant des comptes numérotés à des sociétés aux noms exotiques. Parlons de tes investisseurs, continua Thomas. Tu as levé des fonds pour le projet Rive Gauche, n'est-ce pas? Un complexe de luxe censé redéfinir le skyline de Lyon. 8 millions d'euros récoltés auprès de partenaires ici présents. Thomas balaya la salle du regard, fixant un homme corpulent au deuxième rang, un banquier influent qui devint soudainement très pâle. Où est cet argent, père? Il n'est pas dans les fondations, car le chantier est à l'arrêt depuis 6 mois, même si tu prétends que c'est à cause des intempéries ou des grèves. Il zooma sur une section du document. Voici la vérité. 2 300 000 euros ont été siphonnés de ce projet. Ils ont été transférés vers des sociétés écrans. Et le plus ignoble dans cette histoire, ce n'est pas le vol. C'est le nom que tu as utilisé pour couvrir tes traces. Une photo apparue à l'écran, à côté d'un document d'enregistrement de société. C'était une photo d'une vieille dame au regard vide, assise dans un fauteuil roulant, un plaid sur les genoux. « Grand-mère », dit Thomas, la voix tremblante d'une émotion brute. « Ta propre mère, elle a 87 ans. Elle souffre d'un Alzheimer avancé. Elle ne reconnaît même plus mon visage quand je vais la voir le dimanche. Elle ne sait plus écrire son nom depuis 3 ans. Et pourtant, il montra une signature tremblotante au bas d'un contrat de constitution de société offshore. Pourtant, selon ces documents, elle est la gérante unique de la Scie les Oliviers, la structure qui reçoit les fonds détournés. Tu as utilisé l'identité de ta mère mourante pour blanchir l'argent que tu as volé à tes amis. Un silence de cathédrale, au sens le plus littéral et le plus terrible du terme, s'abattit sur la basilique. L'accusation était d'une violence inouïe. Ce n'était plus seulement une affaire d'argent, c'était une faillite morale absolue. Élise, toujours debout près de l'autel, regardait Thomas avec un mélange de stupeur et d'admiration. Elle savait qu'il préparait quelque chose, mais elle n'avait jamais imaginé l'ampleur du désastre, ni le courage qu'il fallait pour l'exposer ainsi. Elle comprenait maintenant ses nuits blanches, ses cernes, son anxiété. Il portait ce fardeau seul pour la protéger, pour les protéger tous. Jean-Marc Schsela. Il s'agrippa au dossier d'un banc pour ne pas tomber. L'attaque sur sa mère, ou plutôt sur l'utilisation qu'il en avait faite, l'avait touché en plein cœur de sa vanité. Il sentait les regards de ses pairs se transformer en poignards. « Tu mens !» bégaya-t-il, mais sans aucune conviction. « C'est de l'optimisation fiscale. C'est légal. Tu ne comprends rien aux affaires. Je suis l'architecte responsable technique de cette entreprise, tonna Thomas, sa voix résonnant comme le jugement dernier. Je signe les permis, je valide les structures, j'ai accès à tout. J'ai passé les 6 derniers mois à remonter chaque ligne comptable, chaque fausse facture, chaque pot de vin versé pour obtenir des marchés publics. Il se tourna vers Élise, son regard s'adoucissant instantanément. Tu as dit qu'Élise n'était pas digne de notre famille? Tu as dit qu'elle était une honte parce qu'elle gagne 1450 € honnêtement? Thomas rit, un rire sans joie, un rire de libération. Mais ouvre les yeux, père. Il n'y a plus de famille Girard à servir. Notre fortune est un décor de théâtre en carton-pâte, rongé par les termites de ta cupidité. Nous sommes ruinés. Pire que ruinés, nous sommes des fraudeurs. Il fit un pas vers son père, réduisant la distance physique entre eux. Élise, avec son petit salaire, ses vêtements cousus main et son amour pour son métier, possède plus de richesse réelle dans son petit doigt que toi dans tous tes coffres-forts vides. Elle ne doit rien à personne. Elle dort la nuit. Peux-tu en dire autant? Dans l'assemblée, un homme se leva brusquement. C'était M. Vallet, un sous-traitant en électricité à qui Girard devait une fortune. « C'est vrai » cria-t-il, le visage rouge de colère.
C'est pour ça que mes factures sont impayées depuis janvier. Vous m'avez dit que c'était un bug informatique. C'est vrai, monsieur Vallet, répondit Thomas sans se détourner de son père. Il n'y a pas d'argent pour vous payer. Il n'y en a plus. La digue venait de céder. Le murmure devint clameur. L'ordre social impeccable que Jean-Marc avait tenté d'imposer volait en éclats sous le poids de la vérité. Et au milieu de ce chaos naissant, Thomas se tenait droit, ayant tout perdu, mais ayant enfin tout gagné. La clameur provoquée par M. Vallet agit comme un signal. D'autres voix s'élevèrent dans la nef. Des questions fusèrent, des accusations furent lancées. L'aura d'invincibilité qui entourait Jean-Marc Girard venait de s'évaporer, laissant place à la réalité crue d'un homme aux abois. Mais Thomas n'en avait pas fini. Il leva la main, non pas pour demander le silence, mais pour commander l'attention une dernière fois. Il y avait encore une carte à jouer, la plus importante de toutes. « S'il vous plaît, lança-t-il, ce n'est pas terminé. » Le calme revint, précaire, chargé d'une tension électrique. Vous vous demandez peut-être pourquoi je fais cela ici, maintenant, devant tout le monde. Pourquoi je n'ai pas réglé cela en privé? Thomas descendit une marche de l'hôtel, se rapprochant de la foule. Parce que le privé n'existe plus chez les Girard. Tout n'est qu'apparence et manipulation publique. Et parce qu'il fallait que vous sachiez tous, avant que cela ne soit aux nouvelles de 20 heures. Il appuya sur une nouvelle icône sur son téléphone. L'écran géant afficha un document officiel à en-tête de la République française, frappé du logo bleu-blanc-rouge du ministère de l'Intérieur. En haut de la page, un acronyme que tous les hommes d'affaires présents connaissaient et redoutaient, OCLCIF, Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales. Jean-Marc écarquilla les yeux. Ses lèvres devinrent livides. Il reconnut le document. C'était une convocation. Ou pire. « Il y a 3 mois, continua Thomas, sa voix baissant d'un ton pour devenir plus intime, presque triste. Je me suis rendu à Paris. J'ai rencontré le commandant Lefebvre. Je lui ai remis 3 disques durs contenant l'intégralité de la comptabilité noire de la Girard Bâtiment sur les 5 dernières années. Un hoquet de stupeur parcourut l'assemblée. Un fils dénonçant son père. Dans le milieu feutré de la bourgeoisie lyonnaise, c'était le tabou ultime, le péché impardonnable. « Tu m'as trahi !» souffla Jean-Marc, sa voix n'étant plus qu'un filet d'air. « Ton propre sang ?» ?»« Non, père, répondit Thomas avec une fermeté inébranlable. J'ai sauvé ce qui pouvait encore l'être. J'ai sauvé mon âme et celle de maman. » Il se tourna vers sa mère, qui pleurait silencieusement, soutenue par une cousine. « J'ai négocié un accord, » expliqua Thomas. « Une immunité totale pour moi, en tant que lanceur d'alerte, et pour ma mère, dont j'ai pu prouver qu'elle ignorait tout de tes machinations. Elle ne finira pas en prison pour tes crimes, Jean-Marc. Je m'en suis assuré. » Il revint vers l'écran. L'opération s'appelle « Opération Fondation ». Elle vise à démanteler le réseau de fausses facturations et de corruption d'élus locaux que tu as mis en place. Et pour ceux qui pensent que je bluffe, Thomas fit un geste vers le fond de la basilique, vers l'endroit où se tenaient habituellement les touristes discrets. Un homme en costume gris, qui était resté dans l'ombre jusqu'à présent, s'avança de quelques pas dans la lumière. Il tenait son badge à la main, visible par ceux qui étaient proches. C'était un officier de police judiciaire. Il ne fit rien, ne dit rien, se contentant d'un hochement de tête solennel à l'adresse de Thomas. Sa seule présence confirmait tout. L'étau était déjà refermé. Des chaises raclèrent le sol en pierre. 2 élus locaux, assis au 3e rang, se levèrent précipitamment, le visage blême, et se dirigèrent vers la sortie latérale d'un pas rapide, tentant de fuir le naufrage avant que leur nom ne soit prononcé. Jean-Marc regarda ses alliés s'enfuir. Il regarda le policier au fond de la salle. Il regarda les chiffres accablants sur l'écran. Pour la première fois de sa vie, le grand bâtisseur vit son monde s'effondrer, non pas brique par brique, mais en un seul coup de massue dévastateur. « Tu as tout détruit !» cracha-t-il, la haine déformant ses traits. « L'entreprise, l'héritage, tout ce que j'ai construit pour toi. »« Ingrat, construit pour moi ?» coupa Thomas. « Non, tu as construit un monument à ta propre gloire, avec du ciment frelaté, et tu voulais que je sois le gardien de ce temple pourri. » Thomas plongea la main dans sa poche et en sortit un trousseau de clés,
les clés de la Porsche de fonction, les clés de l'appartement de luxe dans le 6e arrondissement, les clés des bureaux de la Part-Dieu. Il les posa doucement sur les marches de l'hôtel, dans un cliquetis métallique qui résonna dans le silence. « Je renonce à tout », déclara-t-il officiellement. « Je renonce à mes parts dans la société. Je renonce à la succession. Je renonce à l'héritage, présent et futur. Je ne veux pas d'un centime qui provienne de la souffrance des autres ou du vol. » Il se redressa, libéré d'un poids qu'il portait depuis sa naissance. « À partir de cet instant, je ne suis plus l'héritier Girard. Je suis juste Thomas, architecte. » Il se tourna enfin complètement vers Élise. Ses yeux brillaient de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Il lui avait tout caché pour que ce moment soit parfait, pour qu'elle puisse voir, sans l'ombre d'un doute, qu'il choisissait son camp. Il lui tendit ses mains, vides de tout bien matériel, mais pleines de promesses. « Élise, dit-il, sa voix se brisant légèrement sous l'émotion, tu as entendu mon père, il a dit que tu voulais mon argent. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a plus. » Un rire nerveux, libérateur, parcourut les rangs de gauche. « Je n'ai plus de manoir, continua-t-il. Je n'ai plus de nom prestigieux qui ouvre les portes. Je suis au chômage technique depuis ce matin. J'ai environ 3000 € sur mon compte personnel, fruit de mes missions en freelance que j'ai faites en cachette la nuit. C'est tout ce que j'ai. » Il s'agenouilla, non pas devant l'autel, mais devant elle. « Mais je suis libre. Et je suis honnête. Élise Moreau, si tu veux toujours de moi, si tu es prête à épouser un homme qui doit tout recommencer à zéro, qui n'a rien d'autre à t'offrir que ses 2 mains pour travailler et son cœur pour t'aimer, alors je suis à toi. » Élise le regarda, bouleversée. Elle vit l'homme qu'elle aimait dépouillé de tous ses artifices, vulnérable mais incroyablement courageux. Elle vit la fierté dans les yeux de sa mère Bernadette. Elle vit la défaite totale de Jean-Marc, qui s'était effondré sur son banc, la tête dans les mains. Elle prit une grande inspiration, sentant l'odeur des lys et de l'encens, mais surtout sentant l'odeur de la liberté. « Lève-toi, Thomas, » dit-elle doucement. Il se releva. « Je n'ai jamais voulu de ton argent, Thomas. Je voulais juste toi, le vrai toi, celui qui est là, devant moi. » Elle prit son visage entre ses mains. « Alors oui, 1000 fois oui. On recommencera à zéro. On construira notre propre maison, brique par brique, mais celle-là, elle tiendra debout. » Le père André, qui avait observé la scène avec une émotion grandissante, s'éclaircit la gorge. Il comprit que la cérémonie, bien que détournée de sa forme canonique, venait d'atteindre une vérité spirituelle rare. « Dans ce cas, dit le prêtre avec un sourire complice, je crois que nous avons un mariage à terminer. Monsieur Jean-Marc Girard, si vous ne souhaitez pas participer à cette union bénie par la vérité, je vous invite à quitter la maison de Dieu. » Tous les regards convergèrent vers le patriarche déchu. Tous les yeux étaient rivés sur Jean-Marc Girard. L'homme qui, quelques minutes plus tôt, trônait tel un monarque au premier rang, ressemblait désormais à un roi nu, dépouillé de sa couronne et de ses illusions. Il se leva, péniblement, ses jambes semblant soudain trop faibles pour supporter le poids de son arrogance passée. Il jeta un regard circulaire, cherchant un soutien, un allié, mais les banques de droite, autrefois remplies de ses courtisans, se clairsemaient à vue d'œil. Les amis politiques avaient disparu par les portes latérales. Les partenaires d'affaires, réalisant que le navire coulait, feignaient de consulter leur téléphone ou évitaient soigneusement de croiser son regard. Il était seul. Son regard se posa enfin sur sa femme, Cécile. Elle était toujours assise, les mains jointes sur ses genoux, le visage baigné de larmes, mais étrangement paisible. « Cécile, » grogna-t-il, tendant une main impérieuse vers elle, « on s'en va. Cette mascarade est terminée. » Pour la première fois en 40 ans de mariage, Cécile ne bougea pas. Elle leva les yeux vers son mari, et dans ce regard doux, il n'y avait plus de peur. Il y avait de la pitié, oui, mais surtout une résolution inébranlable. « Non, Jean-Marc, » dit-elle doucement, mais assez fort pour que ses voisins l'entendent. « Je reste, mon fils se marie, et je ne raterai ça pour rien au monde. » Jean-Marc recula, comme s'il avait reçu une gifle. Ce refus public, venant de l'être qu'il pensait contrôler le plus, fut le coup de grâce. Le commandant de police, qui attendait patiemment au fond de la nef, fit quelques pas en avant.
Il ne sortit pas de menottes. Ce n'était pas nécessaire et le lieu ne s'y prêtait pas, mais sa posture indiquait clairement que Jean-Marc n'avait d'autre choix que de le suivre. « Monsieur Girard, dit l'officier d'une voix neutre, si vous voulez bien m'accompagner, nous avons quelques questions à vous poser au poste, et il vaut mieux éviter le spectacle à la sortie. » Vaincu, le patriarche ajusta sa veste dans un dernier réflexe de vanité dérisoire. Il ne regarda plus son fils. Il ne regarda plus Élise. Il tourna les talons et marcha vers la sortie, l'échine courbée, encadré par l'officier. Le bruit lourd de la grande porte de la basilique se refermant derrière lui résonna comme la fin d'une époque. Dès que le battant claqua, une chose extraordinaire se produisit. L'atmosphère de la basilique changea instantanément. La chape de plomb qui pesait sur les épaules des invités s'évapora. C'était comme si l'on avait ouvert toutes les fenêtres pour laisser entrer un air frais et vivifiant. Le père André sourit, un vrai sourire cette fois, qui plissa les coins de ses yeux bienveillants. « Bien, dit-il en s'adressant à l'assemblée purifiée. Maintenant que nous sommes entre nous, entre gens de cœur, pouvons-nous reprendre ?» Un rire léger, nerveux mais joyeux parcourut les bancs. Les invités du côté d'Élise, qui s'étaient sentis si petits et intimidés, se redressèrent. Du côté de Thomas, il ne restait qu'une poignée de personnes. Sa mère, quelques cousins éloignés qui n'avaient jamais été dans les petits papiers de Jean-Marc, et 2 ou 3 amis d'enfance qui connaissaient le vrai Thomas. Les opportunistes avaient fui. La qualité avait remplacé la quantité. Thomas se tourna vers Élise. Il semblait avoir rajeuni de 10 ans. Ses épaules étaient détendues, son visage rayonnant. « Je suis désolé pour tout ce désordre », murmura-t-il en prenant ses mains. « Ce n'est pas exactement le mariage de conte de fées que tu méritais. » Élise secoua la tête, les yeux brillants. « Tu te trompes, Thomas. C'est exactement le mariage dont je rêvais. Un mariage vrai, sans mensonge, sans faux semblants, juste nous. » Le prêtre reprit la liturgie, mais cette fois, chaque mot avait un poids, une résonance particulière. « Thomas, voulez-vous prendre Élise pour épouse? Voulez-vous l'aimer, la respecter, dans la richesse comme dans la pauvreté ?» Thomas serra les mains d'Élise. « Surtout dans la pauvreté, au début, » plaisanta-t-il doucement, provoquant un rire tendre dans l'assistance, avant de reprendre sérieusement. « Oui, je le veux, plus que tout. Et vous, Élise? » ?»« Oui, je le veux. » Le moment de l'échange des alliances arriva. Il n'y avait pas de coussin de velours apporté par un page en livrée. Thomas fouilla dans la poche de son pantalon et en sortit 2 anneaux simples en or blanc, qu'il avait achetés 2 jours plus tôt chez un petit artisan de la Croix-Rousse avec l'argent de la vente de sa montre de luxe. Il passa l'anneau au doigt d'Élise. Il n'était pas serti de diamants énormes, mais pour elle, il brillait plus que toutes les parures des invités disparus. « Je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre liberté, » dit Thomas. Lorsque le prêtre prononça enfin « Je vous déclare mari et femme », l'explosion de joie fut assourdissante. Ce n'étaient pas les applaudissements polis et mesurés de l'étiquette bourgeoise. C'étaient des cris de joie, des sifflements, des applaudissements nourris qui faisaient trembler les vitraux. Bernadette se précipita pour embrasser sa fille, pleurant sans retenue. Cécile, timidement, s'approcha d'eux. Thomas ouvrit ses bras et serra sa mère contre lui. « Tu as été si courageuse, maman !» lui chuchota-t-il. « Je suis fier de toi, mon fils, sanglota-t-elle. Tu as fait ce que je n'ai jamais eu la force de faire. Tu nous as libérés. » Alors qu'ils sortaient de la basilique, non plus sous le regard critique du tout-lion, mais sous une pluie de pétales de roses lancés par les élèves d'Élise et les amis fidèles, le soleil d'avril inonda le parvis. La limousine noire n'était plus là. À la place, la vieille Peugeot 206 d'Élise, décorée de rubans de tulle et de boîtes de conserve cliquetantes, les attendait. Thomas ouvrit la portière pour sa femme avec autant de galanterie que s'il s'agissait d'un carrosse royal. Il s'installa au volant, desserra sa cravate et lança un regard complice à Élise. « Prête pour l'aventure, Madame Girard? Ou devrais-je dire Madame Moreau-Girard ?»« Prête, monsieur l'architecte, » répondit-elle en riant. « On va où? On a une réception à tenir. On n'a peut-être plus de traiteur de luxe, mais je crois que ta mère a prévu assez de quiches et de vins de pays pour nourrir un régiment. Et honnêtement, je n'ai jamais eu aussi faim de ma vie. » La petite voiture démarra en trombe, dévalant la colline de Fourvière vers la ville, vers la vie.
laissant derrière elle les ruines d'un empire de mensonges pour construire, sur la terre ferme, un avenir à leur image. La salle des fêtes de Saint-Cyr au Mont-d'Or n'avait rien du faste de l'hôtel de ville de Lyon, initialement prévu par Jean-Marc. C'était un bâtiment modeste aux murs crépis, avec un parquet qui craquait un peu et des néons qu'il avait fallu adoucir avec des guirlandes de papier coloré. Mais lorsque Thomas et Élise franchirent le seuil, accueillis par une ovation chaleureuse, l'endroit leur parut plus majestueux que n'importe quel palais. Il n'y avait pas de serveur en livrée blanche, pas de sculpture de glace fondante, ni de petits fours au caviar. À la place, une longue table en tréteau, recouverte de nappes à carreaux rouges et blancs, croulait sous les plats. C'était le triomphe de la solidarité, des tourtes dorées préparées par les tantes d'Élise, des saladiers géants de taboulé apportés par les voisins, des plateaux de fromages locaux, Saint-Marcellin et rigotte de Condrieu, offerts par le fromager de la rue de la Madeleine, émus par leur histoire. L'odeur était celle du pain chaud, du vin rouge et de la convivialité. Thomas, qui avait passé sa vie dans des dîners où l'on parlait à voix basse, en dégustant des mets insipides à des prix exorbitants, se sentit d'abord un peu désorienté. Il chercha instinctivement un plan de table, un protocole. Il n'y en avait pas. « Assieds-toi où tu veux, mon grand !» lui lança l'oncle Marcel en lui tendant un verre de Beaujolais. « Ici, y a pas de VIP, que des gens qui vous aiment. » Thomas sourit, desserra encore un peu plus son nœud papillon et accepta le verre. Il observa la salle. C'était un mélange hétéroclite et merveilleux. Ses quelques amis architectes discutaient avec animation avec les instituteurs collègues d'Élise. Les barrières sociales, si rigides une heure plus tôt, avaient fondu comme neige au soleil. Mais ce qui attira son attention, ce fut sa mère. Cécile Girard se tenait près du buffet, un peu à l'écart, serrant son sac à main de créateur comme une bouée de sauvetage. Elle observait ce monde inconnu avec des yeux effarés. Elle qui n'avait jamais mangé sans argenterie, elle semblait perdue au milieu de cette exubérance populaire. Bernadette, qui supervisait le réapprovisionnement en pain, la remarqua. Elle s'essuya les mains sur son tablier qu'elle avait enfilé par-dessus sa tenue de mère de la mariée et s'approcha de la grande bourgeoise déchue. Élise et Thomas retinrent leur souffle, observant la scène de loin. « Madame Girard, » dit Bernadette avec douceur, ou plutôt « Cécile, si vous le permettez. » Cécile sursauta. « Oh, je ne voulais pas déranger, je ne sais pas trop comment... Enfin, je n'ai pas l'habitude. » Bernadette sourit, un sourire franc qui plissa ses yeux. « Il n'y a rien de compliqué ici, Cécile. On mange, on boit, on rit. Et surtout, on ne juge personne. Vous avez faim? Ma tourte aux poireaux est la meilleure du département, si je puis me permettre. » Elle tendit une assiette en porcelaine dépareillée à la mère de Thomas. Cécile hésita une seconde, regarda l'assiette, puis le visage bienveillant de Bernadette. « J'ai très faim. » avoua-t-elle d'une petite voix. « Jean-Marc m'interdisait les glucides avant les réceptions pour que je rentre dans mes robes. » Bernadette éclata de rire et lui servit une part généreuse. « Eh bien, Jean-Marc n'est pas là. Mangez, ma belle, ça fait du bien à l'âme. » Cécile prit une bouchée, timide d'abord, puis ferma les yeux. « C'est délicieux, » murmura-t-elle. « Vraiment délicieux. » Thomas sentit une boule se dénouer dans sa gorge. Il vit sa mère s'asseoir à côté de Bernadette et bientôt les deux femmes discutaient, non pas de finances ou de politique, mais de leurs enfants, de recettes, de la vie. Le mur de Berlin familial venait de tomber. La soirée avança, rythmée par un petit groupe de jazz manouche, des amis musiciens d'Élise qui jouaient pour le plaisir. L'ambiance monta d'un cran. On poussa les tables pour créer une piste de danse improvisée. Le moment de la première danse arriva. Traditionnellement, c'était une valse viennoise rigide, mais Élise fit un signe au guitariste. Les premières notes de « La vie en rose » s'élevèrent, douces et entraînantes. Thomas prit Élise dans ses bras. « Je ne sais pas danser sans compter les pas », avoua-t-il en riant nerveusement. « Alors ne compte pas », chuchota-t-elle en posant sa tête sur son épaule. « Ressens, c'est tout. » Ils tournèrent lentement sous les guirlandes de papier. Thomas ferma les yeux. Il n'avait plus rien,
plus d'héritage, plus de statut, plus de certitude sur son avenir professionnel. Demain, il faudrait chercher un appartement, compter chaque euro, affronter les conséquences juridiques de ses révélations. Mais en sentant la chaleur d'Élise contre lui, entouré par les rires et la musique, il réalisa qu'il n'avait jamais été aussi riche. « Tu réalises ce qu'on a fait ?» demanda-t-il doucement. « On a mis le feu à la maison », répondit Élise avec un sourire malicieux. « Non, » corrigea Thomas, « on est sorti d'une maison qui brûlait depuis longtemps, et maintenant on respire enfin. » Soudain, le téléphone d'Élise vibra frénétiquement sur la table voisine, puis celui de Thomas, puis celui d'un invité. Une rumeur parcourut la salle. Un cousin d'Élise, jeune étudiant accro aux réseaux sociaux, s'approcha d'eux, les yeux écarquillés, son écran tendu vers eux. « Thomas, Élise, vous devriez regarder ça. » Sur l'écran, une vidéo tremblotante mais claire de la cérémonie. Le moment où Thomas projetait les comptes. Le moment où il défendait Élise. La vidéo avait été postée il y a à peine 2 heures par un invité anonyme. Le compteur de vues s'affolait. 50 000, 100 000. Les commentaires défilaient à une vitesse illisible. Héros. Bravo pour le courage. Enfin quelqu'un qui dit la vérité. L'amour plus fort que l'argent. C'est en train de devenir viral, balbutia le cousin. C'est partout sur Twitter. Le hashtag le mariage de la vérité est en top tendance France. Thomas regarda Élise. Il venait de vouloir une vie simple, anonyme. Il venait de devenir, sans le vouloir, les symboles d'une lutte qui les dépassait. On dirait que notre discrétion est ratée, soupira Thomas, mais sans angoisse. Tant pis, dit Élise en l'embrassant, qu'ils regardent. Ils verront juste 2 personnes qui s'aiment. Dehors, la nuit était tombée sur Lyon, mais dans cette petite salle des fêtes, une nouvelle aube se levait pour les Moreau-Girard. Une aube incertaine, bruyante, virale, mais indéniablement libre. Le réveil ne fut pas celui d'un couple de jeunes mariés ordinaires. Pas de petit déjeuner au lit dans une suite nuptiale, avec vue sur la Méditerranée, pas de valise à boucler pour un voyage aux Seychelles. Thomas et Élise s'éveillèrent dans la petite chambre d'amis de l'appartement de Bernadette, sur un canapé-lit dont les ressorts grinçaient à chaque mouvement. Pourtant, lorsque Thomas ouvrit les yeux et vit le visage endormi d'Élise, baigné par la lumière timide qui filtrait à travers les volets persiennes, il ressentit une paix qu'aucun hôtel 5 étoiles n'aurait pu lui offrir. Il était ruiné, déshérité et techniquement sans abri fixe, mais il n'était plus seul. Il tendit la main vers sa table de nuit improvisée, une pile de livres, pour attraper son téléphone. Il voulait juste vérifier l'heure. Ce qu'il vit le fit s'asseoir brusquement, le cœur battant. L'écran était saturé de notifications, des centaines, non, des milliers. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Toutes les applications arboraient des pastilles rouges avec des chiffres affolants. Il avait reçu 70 appels en absence, la plupart de numéros inconnus, et sa boîte vocale était pleine à craquer. « Qu'est-ce qu'il y a ?» marmonna Élise, encore à moitié endormie, en posant une main sur son dos. « Regarde !» souffla Thomas, incrédule. Ils regardèrent ensemble. La vidéo de la veille n'était plus seulement virale. Elle était devenue un phénomène de société. Elle avait été reprise par les grands médias nationaux, Le Monde, Le Figaro et même des chaînes internationales comme la BBC. Les titres étaient accrocheurs. Le « J'accuse d'un fils contre son père milliardaire »,« Mariage à Lyon », Quand la lutte des classes s'invite à l'hôtel, la chute de la maison Girard en direct. Sur Twitter, le hashtag Maigl Thomas Girard était en tête des tendances, juste devant les nouvelles politiques. Les internautes décortiquaient chaque phrase, chaque geste. Élise était qualifiée d'icône de dignité, Jean-Marc de caricature du capitalisme toxique. « C'est effrayant », murmura Élise, en faisant défiler les commentaires. « Ils parlent de nous comme si nous étions des personnages de fiction. »« Pour eux, nous le sommes, » répondit Thomas, le visage grave. « Nous sommes devenus un symbole, et les symboles, c'est difficile à contrôler. » Soudain, le téléphone de Thomas sonna à nouveau. Un numéro masqué. Il hésita, puis décrocha. « Allô, Monsieur Girard ?»
Ici, le commandant Lefebvre. Thomas se redressa, son instinct de survie prenant le dessus sur la stupeur. Bonjour, commandant. Je suis désolé de vous déranger au lendemain de vos noces, mais la situation s'accélère. La vidéo a forcé la main du procureur. Nous ne pouvons plus attendre la semaine prochaine pour lancer la phase 2 de l'opération Fondation. Les complices de votre père paniquent. Ils essaient de détruire des preuves en ce moment même. Thomas ferma les yeux. Il savait ce que cela signifiait. Le calme avant la tempête était terminé. La tempête était là. Que dois-je faire? Restez où vous êtes. Ne parlez pas à la presse pour l'instant. Nous allons procéder aux perquisitions simultanées ce matin. Votre témoignage formel sera requis demain à 9 heures. Et Monsieur Girard? Oui, préparez-vous. Votre père a engagé Maître Dupont-Moretti. La contre-attaque sera brutale. Thomas raccrocha. Il se tourna vers Élise. C'est parti. Il lance l'opération aujourd'hui. La journée qui suivit fut surréaliste. Enfermés dans le petit appartement de la Guillotière, Thomas et Élise regardèrent leur vie basculer à la télévision. Sur les chaînes d'information en continu, des bandeaux rouges défilaient, perquisition en cours au siège de Girard Bâtiment, Jean-Marc Girard placé en garde à vue prolongée, saisie conservatoire des biens de la famille Girard. Bernadette, pragmatique comme toujours, ferma les rideaux pour protéger leur intimité des quelques journalistes qui commençaient déjà à rôder en bas de l'immeuble, ayant réussi on ne sait comment à retrouver l'adresse de la mère de la mariée. « Je vais faire du café », décréta-t-elle. On ne réfléchit pas bien le ventre vide. Vers midi, alors qu'ils partageaient un repas frugal, un message arriva sur le téléphone d'Élise. C'était de la directrice de son école. « Élise, je vois les nouvelles. C'est incroyable. Le rectorat m'appelle, les parents d'élèves m'appellent. Ne t'inquiète pas pour lundi. Prends la semaine. On te soutient. » Élise sourit tristement. « Au moins, je n'ai pas perdu mon travail. »« Tu ne le perdras pas, » assura Thomas. « Tu es la victime et l'héroïne de cette histoire, pas la coupable. Le coupable, c'est... » Il ne put finir sa phrase. À la télévision, une image venait d'apparaître. C'était la villa familiale des Monts d'Or, celle où il avait grandi. Des rubans de police en barraient l'entrée. Des hommes en uniforme sortaient des cartons de documents. Et au milieu de cette agitation, une silhouette familière. Cécile, sa mère, assise sur un banc de pierre dans le jardin, l'air perdu, un policier lui parlant avec douceur. Thomas se leva d'un bond. « Il faut que j'y aille. Je ne peux pas la laisser seule là-bas. »« Thomas, c'est une zone de crime maintenant, » l'avertit Élise. « Et les journalistes sont partout. C'est ma mère, Élise. Elle n'a rien fait. Elle va être terrifiée. » Il attrapa sa veste. Élise n'hésita pas une seconde. Elle prit ses clés de voiture. « Je conduis. Tu es trop énervé. Et on prend la sortie de derrière, par les caves. Je connais cet immeuble par cœur. » La traversée de Lyon fut tendue. La radio crachait des éditoriaux sur la corruption dans le BTP. Arrivé près de la villa, le chaos était total. Des camions satellites, des voitures de police, une foule de curieux. Élise gara sa vieille Peugeot à 2 rues de là, et ils finirent à pied, capuche sur la tête. Lorsqu'il vit sa mère, Thomas força le barrage de police. « C'est ma mère! Laissez-moi passer !» Un officier allait le repousser. Mais le commandant Lefebvre, présent sur les lieux, intervint. « Laissez passer, monsieur Girard. » Thomas courut vers Cécile et la prit dans ses bras. Elle tremblait comme une feuille. « Ils ont tout pris, Thomas, » sanglota-t-elle. « Les ordinateurs, les coffres, même mes bijoux de famille. Ils disent que tout a été payé avec de l'argent sale. »« C'est fini, maman, » chuchota-t-il en lui caressant les cheveux. « C'est juste des objets. On s'en fiche. Tu es libre. Tu n'as plus à vivre dans le mensonge. » Cécile le regarda, ses yeux rougis fixés sur ceux de son fils. « Ton père, il a appelé son avocat. Il dit qu'il va te détruire, Thomas. Il dit que tu as volé des documents confidentiels, que tu as violé le secret professionnel. Il va t'attaquer pour vol et espionnage industriel. » Thomas sentit un froid glacial lui parcourir l'échine. Il s'y attendait, mais l'entendre confirmait que la guerre ne faisait que commencer. Jean-Marc ne tomberait pas sans essayer d'entraîner son fils dans sa chute. « Qu'il essaie !» dit Thomas, une lueur d'acier dans le regard. « J'ai la vérité, et j'ai Élise. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Le commandant Lefebvre s'approcha d'eux.
Madame Girard doit nous accompagner pour une déposition, mais elle n'est pas en état d'arrestation. Vous pouvez venir avec elle, si vous le souhaitez. On vient, dit Élise, s'avançant pour prendre l'autre main de Cécile. On reste ensemble. Alors qu'ils montaient dans la voiture de police banalisée, sous les flashs crépitants des photographes qui avaient repéré le fils prodigue, Thomas serra la main d'Élise. Le tourbillon médiatique et judiciaire ne faisait que commencer, mais pour la première fois, il ne fuyait plus. Il faisait face. L'hôtel de police de Lyon, situé rue Marius Berliet, est un bâtiment austère, une forteresse de béton et de verre qui semble aspirer la lumière et la joie. Pour Thomas, qui n'avait jamais eu affaire à la justice autrement que pour des contraventions de stationnement, franchir ces portes battantes sous escorte policière fut une expérience viscérale. L'air y était vicié, chargé d'une odeur persistante de café froid, de produits d'entretien industriel et d'anxiété humaine. Ils furent séparés dès l'entrée. Cécile, au bord de l'évanouissement, fut conduite dans un bureau réservé aux témoins vulnérables, accompagnée d'une psychologue de la police et d'Élise, qui refusa catégoriquement de lâcher sa main. Thomas, lui, fut mené dans une salle d'audition plus standard, petite, aux murs peints d'un beige défraîchi, meublée d'une table en métal vissée au sol et de 3 chaises. Le commandant Lefebvre entra quelques minutes plus tard, portant sous le bras une chemise cartonnée épaisse. Il posa le dossier sur la table avec un bruit mat qui résonna comme un coup de marteau. « Asseyez-vous, monsieur Girard. La journée va être longue. » Thomas s'exécuta. Il se sentait vidé, comme si l'adrénaline qu'il avait portée depuis la veille s'était brusquement évaporée, ne laissant derrière elle qu'une immense fatigue. « Comment va ma mère » demanda-t-il immédiatement. « Elle est entre de bonnes mains » rassura Lefebvre en s'asseyant face à lui. « Ma collègue prend sa déposition. Pour l'instant, tout ce qu'elle dit confirme votre version. Elle était une gérante de paille, totalement ignorante des malversations. Si cela se maintient, elle évitera les poursuites pénales, bien qu'elle risque de tout perdre financièrement. » Thomas hocha la tête. « L'argent n'a pas d'importance, tant qu'elle ne va pas en prison. » « Bien, parlons de vous, Thomas, et de votre père. » L'interrogatoire commença. Ce n'était pas comme dans les films, avec des cris et des coups de poing sur la table. C'était une procédure chirurgicale, méthodique, lente. Lefebvre passait en revue chaque document, chaque facture, chaque enregistrement que Thomas avait fourni. Document 14B, virement de 450 000 € vers la société panaméenne Blue Horizon. Vous confirmez que cette signature est celle de Jean-Marc Girard? Je confirme. C'était pour le marché public du stade. Un pot de vin déguisé en frais de conseil. Document 22A, écoute audio du 12 février. La voix qui dit « Il faut que ça disparaisse avant l'audit », c'est bien celle de votre père? C'est lui. Il parlait des factures de la rénovation de sa villa, passées sur le compte de l'entreprise. Chaque « oui » était un clou de plus dans le cercueil de l'Empire Girard. Mais c'était aussi pour Thomas une déchirure. Il dénonçait l'homme qui lui avait appris à faire du vélo, l'homme qui l'avait emmené voir ses premiers chantiers. Il dut se rappeler, à chaque instant, le mépris dans les yeux de son père à l'église, l'humiliation d'Élise, l'exploitation de sa grand-mère malade, pour ne pas flancher. Au bout de 4 heures, la porte s'ouvrit brutalement. Un homme en costume 3 pièces impeccable, au visage rubicond et aux yeux de rapace, entra sans frapper. C'était Maître Vasseur, l'avocat historique de la famille, un ténor du barreau lyonnais connu pour sa brutalité procédurale. « Je demande à voir mon client Jean-Marc Girard, immédiatement, et je veux savoir pourquoi son fils est interrogé sans conseil juridique. » Lefebvre ne se leva même pas. Il regarda l'avocat avec un calme olympien. « Maître Vasseur, vous n'êtes pas l'avocat de Thomas Girard. Il est ici en tant que témoin assisté et lanceur d'alerte, pas en tant que gardé à vue. Il n'a pas besoin de vous. Veuillez sortir. » Vasseur se tourna vers Thomas, un sourire mielleux et venimeux aux lèvres. « Thomas, tu ne réalises pas ce que tu fais. Tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis. Ton père est prêt à pardonner cette crise d'adolescence tardive. Retracte-toi. Dis que tu étais sous pression, que tu as mal interprété les chiffres. On peut encore arranger ça. Sinon... » Il laissa la menace en suspens, lourde et grasse. Thomas regarda l'homme qui avait couvert les illégalités de son père pendant des décennies.
Il ne vit plus le tonton Vasseur qui lui apportait des chocolats à Noël. Il vit un complice. « Sinon quoi, maître? Vous allez me ruiner? C'est déjà fait. Vous allez salir mon nom? C'est mon père qui l'a sali. Sortez. Je n'ai rien à vous dire. » Le visage de l'avocat se durcit. Il perdit son masque d'amabilité. « Tu le regretteras, petit. La loyauté est une vertu que tu as oubliée. Et l'intégrité est une vertu que vous n'avez jamais connue, » répliqua Thomas. Lefebvre se leva et poussa fermement l'avocat vers la sortie. « Dehors, maître, ou je vous fais placer en garde à vue pour tentative de subornation de témoins. » Lorsque la porte se referma, Thomas expira longuement, ses mains tremblant légèrement sur la table métallique. « Il a raison sur un point, dit-il doucement. La guerre va être sale. »« Ils sont désespérés, Thomas, » analysa Lefebvre. « C'est bon signe. » Il était près de 20 heures lorsqu'ils purent enfin sortir. Dans le hall d'accueil, Thomas retrouva Élise et sa mère. Cécile avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une journée, ses yeux cernés de noir, son maquillage disparu. Mais elle était debout. « On peut rentrer ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « On ne peut pas retourner à la villa, maman, » dit Thomas avec douceur. « Elle est sous scellé, et de toute façon, je ne veux pas que tu y retournes. » Cécile sembla perdue un instant, regardant autour d'elle comme si elle cherchait une direction dans ce monde nouveau et effrayant. « Alors où aller? Je n'ai pas d'argent sur moi. Mes cartes sont bloquées. » Bernadette, qui avait rejoint le groupe avec un thermos de café et des sandwichs, s'avança. « Vous venez à la maison, Cécile. Le canapé-lit n'est pas un Ritz, mais il est propre, et on ne laisse personne dehors. » Cécile la regarda avec gratitude, les larmes montant à nouveau aux yeux. « Vous feriez ça, après tout ce que Jean-Marc a dit sur vous? »« Jean-Marc est un imbécile, » trancha Bernadette, « et vous n'êtes pas Jean-Marc. Allez, en route. » Ils sortirent par une porte dérobée pour éviter la meute de journalistes qui campaient toujours devant l'entrée principale. La nuit lyonnaise était fraîche. Ils s'entassèrent tous les quatre dans la petite Peugeot d'Élise. Cécile à l'arrière, serrée contre Bernadette. Thomas à l'avant, la main sur le genou d'Élise qui conduisait. Le trajet vers la guillotière se fit en silence. Un silence différent de celui du matin. Ce n'était plus le silence de la peur, mais celui de l'épuisement et de la solidarité. Arrivé dans le petit appartement, l'espace semblait minuscule pour 4 personnes. Il y avait des cartons de mariage encore empilés dans un coin, la robe de mariée d'Élise suspendue à une porte, fantôme blanc d'une journée irréelle. Bernadette s'activa immédiatement, sortant des draps, réchauffant de la soupe. Cécile s'assit sur une chaise de cuisine en formica, lissant sa jupe froissée. « C'est charmant, » mentit-elle poliment, mais avec une gentillesse touchante. Thomas s'assit en face d'elle et lui prit les mains. « Maman, écoute-moi. On a tout perdu aujourd'hui. La maison, l'argent, le statut. Mais regarde autour de toi. » Il désigna Élise qui coupait du pain, Bernadette qui fredonnait en cherchant des oreillers. « On est ensemble. On est libre. C'est ça la vraie vie. On va s'en sortir. » Cécile regarda son fils, puis sa belle-fille, qu'elle connaissait à peine, mais qui venait de lui sauver la vie en lui tendant la main. Pour la première fois depuis des années, elle sourit sans contrainte. « Je crois que tu as raison, Thomas. Je ne sais pas comment on va faire, mais je crois que tu as raison. » Élise posa le pain sur la table et leva son verre d'eau. « À notre nouveau départ, » dit-elle. Ils trinquèrent avec de l'eau du robinet dans des verres à moutarde. C'était le dîner le plus pauvre que Cécile Girard ait jamais fait, et pourtant, au fond d'elle-même, elle sentit que c'était le premier repas honnête qu'elle prenait depuis son propre mariage. Dehors, les sirènes de police hurlaient au loin, rappelant que la bataille juridique ne faisait que commencer. Mais à l'intérieur, dans la chaleur de ce petit appartement modeste, une nouvelle famille venait de naître, soudée par l'épreuve et la vérité. 3 jours après le séisme médiatique et judiciaire, la vie commença à reprendre ses droits, non pas avec des éclats de voix, mais avec le bruit sourd des cartons que l'on scelle. Thomas et Élise avaient déniché une annonce pour un appartement dans le quartier de Montchat, dans le 3e arrondissement. C'était un quartier familial, loin du tumulte du centre-ville et des souvenirs glacés des collines dorées. Le loyer était raisonnable, l'immeuble ancien mais bien tenu.
Lorsqu'ils entrèrent pour la première fois dans le 3 pièces vide, l'odeur de la cire et de la peinture fraîche les accueillit. Il n'y avait ni moulures au plafond, ni parquet en pointe de Hongrie, ni vue imprenable sur la basilique. Juste du carrelage propre, des murs blancs et une lumière traversante qui inondait le salon. « C'est petit », constata Thomas en posant le dernier carton de livres sur le sol. « C'est à nous », corrigea Élise en ouvrant la fenêtre qui donnait sur un jardin intérieur où un chat dormait au soleil. « Et personne ne peut nous en chasser. » Le déménagement fut une affaire collective. Pas de déménageurs professionnels en uniforme, mais une chaîne humaine composée des collègues d'Élise, de ses cousins, et même de quelques anciens employés de la Girard Bâtiment qui, inspirés par le geste de Thomas, étaient venus offrir leurs bras. Cécile Girard, qui logeait temporairement chez Bernadette le temps que sa situation administrative se stabilise, insista pour aider. La voir nettoyer les vitres avec un chiffon et du vinaigre blanc, elle qui n'avait jamais touché une éponge de sa vie, était un spectacle qui tirait les larmes aux yeux de Thomas. Elle ne le faisait pas par obligation, mais avec une sorte de ferveur, comme si chaque trace effacée sur la vitre effaçait un peu de son passé passif. « Tu sais, dit-elle à Thomas alors qu'il montait une étagère en kit bon marché, c'est étrangement satisfaisant de voir le résultat immédiat de son effort. » Thomas sourit en vissant un boulon. « C'est ça, le travail, maman, la vraie valeur ajoutée. » Mais l'euphorie de l'installation laissa bientôt place à la réalité économique. Le compte en banque de Thomas affichait un solde de 2800 €. Une fois la caution et le premier loyer versés, il ne resterait presque rien. Élise avait son salaire, suffisant pour le quotidien, mais pas pour les imprévus. Thomas installa son bureau sur une table en tréteau dans un coin du salon. Il n'avait plus son ordinateur ultra-performant de l'agence, juste son vieux portable personnel. Il passa les premiers jours à envoyer des emails, à contacter son réseau. Les réponses furent cinglantes. Les grands cabinets d'architecture de la région, ceux qui dînaient autrefois à la table de son père, lui fermèrent la porte au nez. Trop risqué, mauvaise publicité, conflit d'intérêts. Le nom Girard, autrefois un sésame, était devenu radioactif. Un soir, Thomas resta prostré devant son écran, la tête dans les mains. Élise rentra de l'école, les bras chargés de copies. Elle posa sa main sur son épaule. « Ils ont peur, Thomas. Ils ont peur parce que tu as montré que le système pouvait être brisé. »« Peut-être, soupira-t-il, mais la peur ne paie pas les factures d'électricité. Si je ne trouve pas de contrat d'ici la fin du mois, je devrais prendre un job alimentaire, serveur ou manœuvre sur un chantier. »« Et alors ? Il n'y a pas de sot métier, répliqua Élise. Mais tu es architecte, c'est ce que tu es, ne lâche pas. » Le lendemain matin, le téléphone de Thomas sonna. Un numéro inconnu. Il hésita, craignant encore un journaliste, mais décrocha. « Thomas Girard ?» Lui-même. « Bonjour. Je m'appelle Henri, je suis boulanger à Villeurbanne. J'ai vu votre vidéo. J'ai vu ce que vous avez fait. Écoutez, si c'est pour une interview... » « Non, non, » coupa l'homme. « J'ai un projet. Je veux agrandir mon fournil, refaire la devanture. J'avais un devis d'un gros cabinet, mais il me traite comme un numéro. Et puis, je me suis dit, ce gars-là, il a renoncé à des millions par honnêteté. S'il me dit que mon mur porteur tient, c'est qu'il tient. Je veux travailler avec quelqu'un en qui je peux avoir confiance. » Thomas sentit un sourire étirer ses lèvres, un vrai sourire professionnel, celui qu'il n'avait plus eu depuis des mois. « Je peux passer voir les lieux cet après-midi, monsieur Henri. »« Parfait. Et amenez votre femme, on a les meilleurs croissants de la ville. » Ce fut le premier contrat. Un petit contrat, à peine quelques milliers d'euros d'honoraires. Mais Thomas le traita avec plus de sérieux et de passion que les tours de verre à Dubaï qu'il dessinait pour son père. Il passa des nuits à optimiser les plans, à chercher des matériaux durables et économiques. D'autres appels suivirent. Une directrice d'association qui voulait rénover un foyer. Un jeune couple qui achetait une ruine à la campagne. Le scandale avait effrayé les élites corrompues, mais il avait agi comme un aimant pour les gens honnêtes. Thomas Girard n'était plus l'architecte du luxe, il devenait l'architecte de la vérité. Un mois après leur emménagement, ils organisèrent un dîner de crémaillère. Pas de traiteur, juste des pizzas posées sur la table basse faite de palettes poncées.
Cécile était là, rayonnante dans une tenue simple qu'elle avait achetée chez Zara avec Bernadette. « À votre maison », porta Cécile, en levant son verre de cidre. « À notre liberté », répondit Thomas. Il regarda autour de lui. Les murs étaient nus, les meubles dépareillés, et il devait faire attention à chaque dépense. Mais en regardant Élise rire aux éclats avec sa mère, Thomas réalisa qu'il n'avait jamais dormi aussi profondément que sur ce matelas posé à même le sol. Il construisait enfin quelque chose de solide. 6 mois avaient passé depuis le mariage du siècle, comme l'avaient surnommé ironiquement certains journaux locaux. L'effervescence médiatique était retombée, remplacée par une routine laborieuse mais gratifiante. L'été lyonnais, lourd et orageux, avait laissé place à un automne flamboyant, teignant les arbres du parc de la Tête d'Or de Rouille et d'Or. Dans l'appartement de Monchat, la table de la salle à manger était devenue un champ de bataille intellectuel. D'un côté, les plans, les calques et les échantillons de matériaux écologiques de Thomas. De l'autre, les manuels de pédagogie, les fiches de révision et les codes de l'éducation nationale d'Élise. Elle visait le concours de coordinatrice pédagogique. C'était un pari audacieux. Le poste était convoité, les places rares, et la préparation exigeait une discipline de fer après ses journées de classe. « Tu devrais faire une pause », dit Thomas un soir de novembre, en lui apportant une tasse de tisane. « Tu as les yeux rouges. »« Je ne peux pas, » soupira Élise en massant ses tempes. « L'oral est dans 2 semaines. Si je rate ça, je devrais attendre 1 an. Et avec le loyer, et ta mère qui a besoin d'aide pour son avocat, on a besoin de ce salaire. » Thomas posa la tasse et s'accroupit à côté d'elle. « On s'en sortira, Élise. L'atelier commence à tourner. J'ai signé pour la rénovation de l'école maternelle de Bran hier. Un marché public, gagné à la loyale, sans pot de vin. »« C'est vrai ?» s'illumina-t-elle. « C'est vrai. Le maire a dit qu'il avait choisi mon dossier parce qu'il était le plus transparent qu'il ait jamais vu. Ton mari est devenu la référence en matière d'éthique, apparemment. » Il y avait une fierté tranquille dans sa voix. L'atelier Thomas Girard, d'abord une simple table tréteau dans un salon, s'était transformé en une petite entreprise viable. Il avait loué un local modeste au rez-de-chaussée d'un immeuble voisin, une ancienne cordonnerie qu'il avait transformée lui-même. Il n'avait pas d'assistante, pas de voiture de fonction, mais il avait le respect de ses clients. Ceux qui venaient le voir ne cherchaient pas le prestige du nom Girard, mais la compétence de l'homme qui avait osé dire la vérité. Pendant ce temps, les nouvelles de l'autre Girard, la Girard Bâtiment, étaient sombres. La liquidation judiciaire avait été prononcée. Les grues portant le logo bleu de l'entreprise avaient disparu du ciel lyonnais. Les actifs étaient vendus aux enchères pour rembourser les créanciers, dont le pauvre monsieur Vallet, qui avait enfin pu récupérer une partie de son dû grâce aux preuves fournies par Thomas. Jean-Marc attendait son procès en détention provisoire à la maison d'arrêt de Corbas. Ses demandes de remise en liberté avaient toutes été rejetées, les juges craignant une fuite à l'étranger. Cécile allait le voir 1 fois par semaine, par devoir plus que par amour. Elle revenait à chaque fois un peu plus pâle, décrivant un homme qui oscillait entre la rage paranoïaque et un abattement profond, incapable de comprendre pourquoi son argent ne pouvait plus le sauver. Le jour des résultats du concours d'Élise arriva avec une pluie glaciale de décembre. Thomas était à son bureau, dessinant les plans d'une maison passive en bois, quand la porte s'ouvrit à la volée. Élise était là, ruisselante, ses cheveux collés au front, mais avec un sourire qui aurait pu éclairer tout le quartier. Elle tenait son téléphone à la main comme un trophée. « Je l'ai eu ?» demanda Thomas, se levant lentement, n'osant y croire. « Tu parles à la nouvelle coordinatrice pédagogique de la circonscription, » répondit-elle en riant et en pleurant à la fois. « Major de promotion, Thomas. Major !» Thomas contourna son bureau et la souleva dans ses airs, la faisant tournoyer au milieu des maquettes en carton. « Je le savais, tu es brillante. 2 900 € net, souffla-t-elle contre son cou. On va pouvoir respirer. On va pouvoir épargner, on va pouvoir vivre. » Ce soir-là, ils ne fêtèrent pas la nouvelle avec du champagne millésimé, mais en invitant Bernadette et Cécile au petit restaurant italien du coin. Cécile, qui avait trouvé un petit emploi à mi-temps comme réceptionniste dans une galerie d'art, un travail qu'elle adorait et qui lui redonnait une dignité sociale, offrit le vin. À Élise,
porta Cécile, les yeux brillants. « À ta ténacité. Tu as prouvé qu'on n'a pas besoin de naître avec une cuillère en argent dans la bouche pour réussir. Tu as travaillé pour ça. C'est la plus belle des victoires. » Bernadette prit la main de Cécile. Les deux femmes, que tout opposait 6 mois plus tôt, étaient devenues inséparables. L'épreuve avait forgé une amitié improbable, mais indestructible. « Et à Thomas ?» ajouta Bernadette. « Qui a su voir la reine qui se cachait dans l'institutrice ?» Thomas regarda les 3 femmes de sa vie. Il pensa à son père, seul dans sa cellule de 9 mètres carrés. Il ne ressentait ni joie ni vengeance à cette pensée, juste une immense tristesse pour le gâchis d'un homme qui avait tout et qui n'avait rien compris. « Vous savez, dit Thomas pensivement, mon père disait toujours que la valeur d'un homme se mesure à ce qu'il laisse derrière lui. Il pensait laisser des tours et des ponts. Il prit la main d'Élise et la serra fort. Moi, je veux juste laisser ça. Ce moment, cette table, cette vérité. » La serveuse apporta les tiramisus et les rires reprirent. Dehors, la pluie continuait de tomber sur Lyon, lavant les rues, lavant le passé. À l'intérieur, l'avenir s'écrivait, solide, durable et incroyablement lumineux. Élise Moreau-Girard, coordinatrice pédagogique, et Thomas Girard, architecte libre, venaient de poser la clé de voûte de leur nouvelle existence. L'hiver lyonnais s'était installé, enveloppant la ville d'un brouillard tenace qui montait du Rhône. Mais pour Thomas et Élise, l'horizon n'avait jamais été aussi dégagé. Le succès de leurs vidéos ne s'était pas essoufflé comme un feu de paille numérique. Au contraire, il s'était transformé en quelque chose de plus profond, de plus durable. Avec plus de 15 millions de vues cumulées, leur histoire avait traversé les frontières. Ils recevaient des lettres du Brésil, du Japon, des États-Unis. Des gens leur écrivaient pour dire qu'ils avaient quitté un emploi toxique, renoué avec un parent brouillé, ou simplement trouvé le courage d'être eux-mêmes grâce à eux. Un matin de janvier, alors que Thomas finissait son café avant de partir sur un chantier, il ouvrit une enveloppe épaisse arrivée par la poste. Le papier était luxueux, le logo gaufré. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Élise, qui corrigeait des copies de dictée à la table de la cuisine. « Une invitation, » dit Thomas, les sourcils froncés, « de l'EM Lyon, la grande école de commerce. Pour faire quoi ? Pour donner la conférence de clôture de leur symposium annuel sur l'éthique dans les affaires. Ils veulent que nous intervenions tous les deux. » Thomas reposa la lettre, comme si elle lui brûlait les doigts. « C'est une blague. C'est l'école où mon père a siégé au conseil d'administration pendant 10 ans. C'est le temple de ceux qui veulent devenir riches à tout prix. Je ne peux pas aller là-bas. » Élise posa son stylo rouge. Elle se leva, contourna la table et posa ses mains sur les épaules de son mari. « Au contraire, Thomas, c'est exactement là-bas qu'il faut aller. »« Pourquoi ? Pour me faire huer par des futurs loups de la finance ? Non, pour leur montrer qu'il existe une autre voie. Si tu ne parles pas à ces jeunes, qui le fera ? Ton père ?» Thomas soupira, mais il savait qu'elle avait raison. Comme toujours, le jour de la conférence, l'amphithéâtre de l'EM Lyon était comble. 1000 étudiants, professeurs et anciens élèves s'entassaient sur les gradins. L'ambiance était électrique, mélange de curiosité malsaine et d'admiration réelle. Lorsque Thomas et Élise montèrent sur l'estrade, main dans la main, un silence respectueux s'installa. Thomas portait un costume simple, sans cravate. Élise avait mis une robe bleue qu'elle portait souvent en classe. Il n'avait pas cherché à se déguiser. Thomas s'approcha du pupitre. Il ajusta le micro, balaya la salle du regard et vit, au 3e rang, quelques anciens associés de son père. Il ne le regardait pas avec mépris, mais avec une sorte de crainte. « Bonjour, » commença Thomas. « Je m'appelle Thomas Girard. Il y a 1 an, je pensais que réussir ma vie signifiait avoir mon nom sur une plaque en laiton et un compte en banque à 7 chiffres. » Il fit une pause. J'avais tort. Il raconta son histoire. Pas la version sensationnaliste des journaux, mais la version humaine. Il parla de la peur de décevoir, de la pression de l'héritage, de la tentation de fermer les yeux sur la corruption pour garder son confort. Puis, il parla d'Élise. « On m'a dit que ma femme n'était pas assez bien pour mon niveau social, » dit-il en se tournant vers elle. « Mais laissez-moi vous poser une question. C'est quoi le niveau social ?
Est-ce que c'est la capacité à acheter le silence? Ou est-ce que c'est la capacité à se regarder dans un miroir le matin sans avoir envie de vomir? Élise prit la parole à son tour. Sa voix d'enseignante, habituée à capter l'attention de 30 enfants dissipés, résonna avec une clarté limpide. « Nous ne sommes pas ici pour vous dire que l'argent est mauvais, dit-elle. L'argent est un outil, mais ce n'est pas un but. Si votre réussite se construit sur l'écrasement des autres, sur le mensonge, alors vous n'avez pas réussi. Vous avez juste volé. » Elle sourit à l'Assemblée. « Aujourd'hui, nous vivons dans un appartement de 60 mètres carrés. Nous comptons nos dépenses. Nous n'avons pas de yacht, mais nous sommes heureux, parce que chaque euro que nous gagnons est un euro propre. Et cette liberté-là, aucun milliardaire corrompu ne pourra jamais se l'offrir. » Lorsqu'ils finirent, il n'y eut pas d'applaudissements polis immédiats. Il y eut d'abord un silence dense, le silence de la réflexion. Puis, un étudiant au fond de la salle se leva et commença à applaudir. Puis un autre, puis toute la salle se leva, une standing ovation de 5 minutes. Thomas vit des étudiants essuyer des larmes. Il vit des professeurs hocher la tête gravement. En sortant de l'amphithéâtre, un jeune homme en costume-cravate, qui ressemblait trait pour trait au Thomas d'il y a 2 ans, s'approcha d'eux. « Monsieur Girard, je voulais juste vous dire, je dois commencer un stage dans une banque d'affaires la semaine prochaine. Une banque dont on dit qu'elle aide à l'évasion fiscale. » Le jeune homme avala sa salive. « Je crois que je vais refuser. Je vais chercher autre chose. Merci. » Thomas lui serra la main, ému. « Bonne chance. C'est le chemin le plus dur, mais c'est le seul qui mène quelque part. » Dans la voiture qui les ramenait chez eux, Thomas regarda Élise. « Tu avais raison, dit-il. Ça valait le coup. On a planté des graines, répondit-elle. C'est mon métier, après tout. » Ils rentrèrent à Montchat, fatigués mais exaltés. Ils ne savaient pas encore que cette conférence allait être visionnée des millions de fois sur YouTube, devenant un manifeste pour toute une génération en quête de sens. Mais pour l'heure, ils avaient juste envie d'une chose, rentrer chez eux, dans leur petit chez eux honnête, et dormir du sommeil du juste. Le mois d'avril revint sur Lyon, non pas comme un rappel douloureux, mais comme une promesse tenue. Les magnolias de la place Bellecour éclataient en fleurs blanches et roses, et l'air avait cette même douceur trompeuse qu'1 an plus tôt. Mais cette fois, Thomas ne regardait pas la ville avec anxiété. Il la regardait avec la sérénité de celui qui a trouvé sa place. C'était la veille de leur premier anniversaire de mariage. Dans l'appartement de Montchat, l'ambiance était joyeuse. Élise préparait un gâteau, tandis que Thomas finissait d'assembler une maquette pour un concours d'architecture sociale, un projet de réhabilitation d'une friche industrielle en logements abordables. Le téléphone sonna, brisant la quiétude du soir. C'était Cécile. Thomas décrocha, s'attendant à discuter de l'organisation du dîner du lendemain, mais la voix de sa mère était tremblante, chargée d'une émotion lourde. « Thomas, je sors du parloir. » Le mot jeta un froid immédiat dans la pièce. Thomas posa son cutter de précision. « Comment va-t-il » demanda-t-il, sa voix se durcissant malgré lui. Jean-Marc avait été condamné 3 mois plus tôt. Le verdict avait été sévère mais juste. 8 ans de prison ferme pour corruption, abus de biens sociaux et blanchiment aggravé. La justice avait voulu faire un exemple. L'homme qui avait autrefois dîné avec les préfets mangeait désormais seul dans une cellule du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône. « Il ne va pas bien, Thomas », souffla Cécile. « Il a perdu 20 kilos. Il ne se rase plus. Mais ce n'est pas ça le pire. C'est le silence. Il ne parle plus de ses appels, ni de ses avocats. Il ne parle plus de revanche. Aujourd'hui, pour la première fois, il m'a demandé de tes nouvelles. Pas de tes finances. De toi. » Thomas ferma les yeux, une main passée dans ses cheveux. La colère, qui avait été son carburant pendant si longtemps, s'était consumée, ne laissant que des cendres froides et une vague tristesse. « Qu'est-ce qu'il a dit, maman ?» Il a demandé si tu étais heureux, juste ça. Et quand je lui ai dit oui, il a pleuré. Cécile marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « Thomas, je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça. Après tout ce qu'il t'a fait, tout ce qu'il nous a fait, mais je crois qu'il attend. Il attend que tu viennes. Non pas pour te demander quelque chose, mais pour, je ne sais pas, peut-être pour te libérer, lui aussi.
Thomas raccrocha doucement. Il resta immobile un long moment, regardant par la fenêtre les toits de Lyon qui s'embrasaient sous le soleil couchant. Élise, qui avait écouté la conversation en silence, s'essuya les mains et vint se placer derrière lui, posant sa tête contre son dos. « Tu veux y aller, n'est-ce pas » murmura-t-elle. « Je ne sais pas » avoua Thomas. « J'ai passé l'année à construire une vie loin de lui. Aller là-bas, c'est rouvrir la porte, c'est risquer de voir le monstre se réveiller. Ou peut-être que c'est l'occasion de vérifier que le monstre n'existe plus, suggéra Élise. Elle le fit se retourner pour le regarder dans les yeux. Thomas, tu as gagné, tu as tout gagné, ta liberté, ton intégrité, notre amour. Mais tant que tu auras peur de le voir, il aura encore un petit pouvoir sur toi. La haine, c'est un lien, tout comme l'amour. Pour couper ce lien définitivement, il faut parfois juste de la pitié. Thomas regarda la femme qu'il aimait. Elle avait cette sagesse terrienne, héritée de Bernadette, qui voyait toujours l'essentiel. « Tu viendrais avec moi » demanda-t-il, se sentant soudain comme un petit garçon. « Bien sûr, c'est notre anniversaire, après tout. Quoi de mieux pour célébrer notre avenir que de dire adieu au passé ?» La décision fut prise. Ce ne serait pas une visite de courtoisie, ce ne serait pas une visite de vengeance pour lui jeter son bonheur au visage. Ce serait un acte de clôture. Le lendemain matin, ils prirent la voiture. Pas la vieille Peugeot qui avait rendu l'âme l'hiver dernier, mais une petite citadine d'occasion qu'ils avaient achetée avec leurs économies. Le trajet vers Villefranche fut silencieux. Le paysage défilait, passant de la ville dense aux champs ouverts, comme une métaphore de leur propre parcours. Lorsqu'ils arrivèrent devant les hauts murs gris de la prison, surmontés de barbelés, Thomas sentit son estomac se nouer. C'était un univers de béton et d'acier, l'antithèse de tout ce qu'il aimait dans l'architecture. Ici, on ne construisait pas pour abriter la vie, mais pour la contenir. Ils passèrent les contrôles de sécurité, laissant leurs téléphones, leurs clés, leurs alliances même, dans des casiers en plastique. Dépouillés de tout, ils n'étaient plus que deux êtres humains avançant dans un couloir qui sentait la javel et le désespoir. « Prêt ?» chuchota Élise en lui serrant la main avant d'entrer dans la salle des parloirs. « Prêt !» répondit Thomas. La porte lourde s'ouvrit dans un grincement métallique. Au fond de la pièce, assis derrière une vitre de plexiglas rayée, un homme en survêtement gris attendait, la tête baissée. Thomas s'avança. Son cœur battait la chamade, mais ses pas étaient fermes. Il tira la chaise et s'assit. Élise s'assit à côté de lui. L'homme de l'autre côté de la vitre releva lentement la tête. Thomas eut un choc. Ce n'était pas Jean-Marc Girard, le magnate de l'immobilier. C'était un vieillard. Ses cheveux, autrefois argentés et impeccables, étaient devenus blancs et rares. Son visage était creusé de rides profondes. Ses yeux bleus, jadis si perçants, étaient voilés par une cataracte de tristesse. Pendant une minute, personne ne parla. Le seul bruit était le bourdonnement d'un néon défectueux au plafond. Puis, Jean-Marc posa ses mains sur la table. Ses mains tremblaient. Il regarda Thomas, puis Élise. Il n'y avait aucune trace de mépris dans son regard, juste une incrédulité douloureuse. « Vous êtes venu, dit-il, sa voix rauque, comme si elle n'avait pas servi depuis des jours. « Nous sommes venus, confirma Thomas. Le dernier chapitre de leur histoire commune allait s'écrire ici, non pas avec des cris, mais avec des murmures, entre quatre murs gris, là où la vérité n'avait plus nulle part où se cacher. Le silence dans le parloir était épais, ponctué seulement par le bruit lointain des clés et des portes qui claquaient dans les entrailles de la prison. Jean-Marc gardait les mains posées à plat sur la table, fixant ses doigts nus, dépouillés de l'alliance et de la chevalière en or qu'il avait portée comme des armures pendant 40 ans. « Pourquoi ?» finit-il par demander sans lever les yeux. « Pourquoi venir me voir? J'ai essayé de vous détruire. J'ai insulté ta femme devant tout Lyon. J'ai failli t'envoyer en prison avec moi par mes mensonges. » Thomas prit une profonde inspiration. Il sentit la main d'Élise se poser sur son genou, un ancrage solide dans ce lieu flottant. « Parce que la haine est un bagage trop lourd à porter, père, et nous avons décidé de voyager léger. » Jean-Marc releva la tête. Ses yeux, rougis et cernés, passèrent de Thomas à Élise. Il sembla chercher en elle la colère, le triomphe, le mépris qu'il aurait lui-même ressenti à sa place. Il n'y trouva rien de tout cela.
Il ne trouva qu'une compassion calme, presque dérangeante. « Je n'ai plus rien, » murmura Jean-Marc, la voix brisée. « Mes amis, ceux qui buvaient mon champagne et riaient à mes blagues, aucun n'a écrit, pas une lettre, pas un appel. Mon avocat ne vient que pour me présenter des factures que je ne peux plus payer. » Il eut un rire sec, désespéré. « Il ne me reste que le temps. 8 ans. C'est long, 8 ans, pour réfléchir à ce qu'on a fait. » Il regarda Élise droit dans les yeux, pour la première fois depuis ce jour fatidique à la basilique. « Vous aviez raison, » dit-il péniblement. « Ce jour-là, j'ai dit que vous étiez une honte, que vous étiez indigne. » Sa gorge se serra, et une larme solitaire roula sur sa joue mal rasée, se perdant dans les rides de son visage. « C'était moi l'indigne. J'ai passé ma vie à construire des murs pour me protéger, et j'ai fini par m'émurer vivant. J'ai confondu le prix des choses avec la valeur des gens, et j'ai perdu la seule chose qui ne s'achète pas, le respect de mon propre fils. » Élise se pencha légèrement en avant. « Vous ne l'avez pas tout à fait perdu, Jean-Marc. Thomas est là. » Thomas sortit de sa poche une petite enveloppe Kraft. Les gardiens l'avaient autorisé à passer quelques photos, à condition qu'elles soient imprimées sur papier simple. Il les glissa doucement sur la table, vers son père. « Je ne suis pas venu pour t'accabler, papa. Je suis venu te montrer ce que nous avons construit. Ce n'est pas un empire, c'est juste une vie. » Jean-Marc prit les photos avec des mains tremblantes. La première montrait leur petit salon à Montchat, baigné de soleil, avec des meubles dépareillés et des plantes vertes partout. La deuxième montrait Thomas et Élise, en train de peindre un mur, couvert de taches de peinture, riant aux éclats. La troisième montrait un dîner simple avec Cécile et Bernadette, levant leurs verres dans une cuisine exiguë, mais chaleureuse. Jean-Marc s'attarda sur cette dernière image. Il caressa le visage souriant de sa femme sur le papier glacé. « Elle a l'air heureuse, » souffla-t-il, « plus heureuse qu'elle ne l'a jamais été dans la villa. »« Elle l'est, » confirma Thomas, « parce qu'elle est libre, comme nous. » Jean-Marc reposa les photos, comme si elles brûlaient ses doigts, tant le contraste avec sa réalité grise était violent. Il cacha son visage dans ses mains et, pour la première fois depuis l'enfance de Thomas, il pleura. Ce n'étaient pas des larmes de rage ou de frustration, mais des larmes de regret pur, le genre de pleurs qui nettoie l'âme. « Pardonne-moi, » sanglota-t-il. « Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi, Élise. Je suis tellement désolé. » Thomas sentit un nœud ancien se défaire dans sa poitrine. Il ne savait pas s'il pourrait un jour oublier, mais il savait qu'il pouvait pardonner. Non pas pour absoudre son père de ses crimes, mais pour se libérer lui-même du rôle de victime. « Je te pardonne, papa, » dit-il doucement. Le temps de visite touchait à sa fin. Une sonnerie stridente résonna. Jean-Marc se ressaisit, essuyant son visage avec la manche de son survêtement. Il semblait soudain plus vieux, mais aussi plus humain. « Partez maintenant, dit-il. Vivez votre vie. Ne revenez pas ici trop souvent. Ce n'est pas un endroit pour les gens heureux. Mais merci. Merci d'être venu. » Thomas se leva. Il hésita un instant, puis posa sa main sur celle de son père à travers l'ouverture du plexiglas. Un contact bref, froid mais réel. « Prends soin de toi, papa. On reviendra. » En sortant de la prison, l'air du dehors leur parut d'une douceur irréelle. Le ciel était d'un bleu limpide, sans nuages. Thomas prit la main d'Élise, et ils marchèrent vers leur petite voiture garée au loin. Ils ne parlèrent pas tout de suite. Ils n'en avaient pas besoin. Ils savaient tous les deux qu'ils venaient de franchir la dernière étape. Le passé était clos. L'ombre de la tour Girard ne planait plus sur eux. Alors qu'ils s'installaient dans la voiture, Thomas se tourna vers sa femme. « Tu sais ce que j'ai envie de faire? Manger une glace sur les quais de Saône ?» devina-t-elle avec un sourire. « Exactement. » Il démarra le moteur. Ce n'était pas une limousine. Il n'avait que pas de chauffeur. Il n'avait pas de millions en Suisse. Mais alors qu'ils s'éloignaient des murs gris pour retourner vers leur ville, vers leur petit appartement, vers leur travail passionnant et leur famille aimante, Thomas Girard sut avec une certitude absolue qu'il était l'homme le plus riche du monde. Il avait construit sa vie sur le roc de la vérité, et aucune tempête ne pourrait jamais la renverser.